Bonjour, voyons aujourd'hui comment bâtir un plan financier en 4 étapes simples. Commençons notre dévotion avec le psaume 4, les versets 7 à 9. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leurs froment et leurs maux. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Prions. Merci Seigneur pour la vie, pour la santé, pour l'amour que tu nous donnes. Merci pour ton sacrifice sur la croix. Merci pour la paix. Merci Seigneur pour l'intelligence et la sagesse que tu nous accordes. Permets qu'aujourd'hui, ce que nous allons apprendre nous permet de nous améliorer, d'être de meilleurs gestionnaires et d'avoir un meilleur impact, Seigneur, sur notre environnement pour ta gloire. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment faire un plan financier. Et un plan financier est important pour tout gestionnaire parce que ça permet d'être intentionnel dans l'atteinte des objectifs et de ne pas rater notre cible. Les 4 étapes que nous allons voir sont 1. L'évaluation de la situation actuelle. 2. L'établissement d'objectifs. 3. La création d'une stratégie. Et 4. L'implantation de cette stratégie. La vidéo d'aujourd'hui portera sur le premier point, l'évaluation de la situation actuelle, et la prochaine vidéo portera sur les 3 points suivants. Pour l'évaluation de la situation actuelle, je vais vous présenter aujourd'hui 2 outils. Le premier, c'est le bilan et le deuxième, c'est le cash flow. Donc, pour le bilan, c'est simple. C'est vraiment de lister tous vos actifs et tous vos passifs et de calculer votre actif net. Donc, pour un actif, c'est toutes les ressources de la famille. Donc, tout ce que vous possédez. Une autre façon de le voir, c'est que c'est une ressource qui vous permet de faire de l'argent, donc de générer de l'argent. On peut voir quelques exemples d'actifs. La maison familiale est un actif parce que vous pourriez décider de vendre cette maison-là et de générer de l'argent par la vente de la maison. La maison, en plus, peut prendre de la valeur. La voiture est un actif aussi parce que vous pourriez, encore une fois, décider de vendre cette voiture-là et de générer de l'argent par la vente de la voiture. Les investissements sont des actifs. On peut les voir en 2 catégories. Premièrement, il y a les investissements enregistrés, qui est, si vous avez un régime de retraite par votre employeur, c'est un actif enregistré. Si vous avez un REER, un régime enregistré d'épargne retraite, c'est un actif. Si vous avez un REIE, un régime enregistré d'épargne études, c'est aussi un investissement enregistré. Si vous avez un CELI, c'est un investissement enregistré. Mais il y a tout autre type d'investissement aussi non enregistré. Si vous avez des investissements immobiliers, il faut les mettre comme actifs. Si vous avez des actions dans des entreprises, si vous avez un prêt que vous avez fait à une personne que vous pensez retrouver, ou bien si vous avez fait un prêt à une institution, si vous avez des obligations, ce sont des actifs. Aussi, si vous avez des économies, ce sont des actifs. Les économies qui soient à la banque ou dans vos poches, dans votre portefeuille, il faut les mettre comme actifs aussi. Voyons ensemble qu'est-ce qui est un passif. Un passif, c'est toute obligation que vous avez, en fait. Donc, tout ce que vous avez comme prêt. On a dit tout à l'heure que la maison familiale était un passif. L'hypothèque, par contre, était un actif, désolé. L'hypothèque, par contre, est un passif parce que vous devez faire des paiements hypothécaires et rembourser cette hypothèque-là. Donc, c'est un passif. Les prêts auto est un passif, encore une fois, parce que vous allez devoir rembourser, faire des paiements sur ce prêt auto-là. Ensuite, tout ce que vous avez comme prêt personnel est un passif et des cartes de crédit sont des gros passifs. Donc, on a vu ensemble qu'est-ce qui est un actif.
Qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est que là, vous avez une valeur par rapport à votre actif, par rapport à vos actifs, mais il faut savoir qu'il n'y a jamais aucune garantie par rapport à la valeur des actifs. Il y a toujours possibilité que ces actifs-là puissent... ce qui est bien, c'est que les actifs peuvent prendre de la valeur, mais il y a toujours le risque aussi que ces actifs-là puissent perdre de la valeur. Donc, il n'y a jamais aucune garantie. Par contre, vous pouvez lister avec l'information que vous avez aujourd'hui sur la valeur de ces actifs-là. Okay? Donc, pour la famille que nous avons à l'écran, c'est bien parce que leur actif net est positif, ce qui veut dire qu'ils ont plus d'actifs que de passifs. L'objectif, c'est toujours d'avoir un actif net positif et d'avoir un actif net en croissance, ce qui veut dire qu'on veut augmenter les actifs et on veut diminuer les passifs. Voyons maintenant le cash flow. Le cash flow, c'est une façon bien fancy de parler d'un budget, dans le fond. Mais la différence, c'est que le budget, c'est pour l'avenir et le cash flow, c'est qu'on va regarder le passé. OK? Donc, on va regarder tous les revenus qu'il y a pour la famille et toutes les dépenses qu'il y a eu pour la famille, mais on va le regarder soit pour l'année entière qui vient de passer ou pour le mois qui vient de passer, puis on va évaluer ces revenus et ces dépenses-là. Ou plutôt, on va regarder les recettes et les déboursés, OK, qui sont passés. Donc, par rapport aux recettes, tout ce qui est dépenses, tout ce qui est revenus d'emploi, ce sont des recettes, bien sûr. Tout ce qui est revenus d'investissement, donc pour des personnes qui gagnent des loyers, qui ont un revenu de loyer, il faut le mettre dans les recettes. Si vous avez des revenus de dividendes par rapport à des actions, il faut le mettre dans les recettes. Si vous avez des revenus d'intérêt par rapport à des prêts que vous avez faits, il faut le mettre dans des recettes. Il faut aussi mettre tout ce qui est allocation du gouvernement parce que, dans le fond, c'est des recettes pour la famille aussi. Donc, dans le fond, tout ce qui rentre dans le foyer comme argent, il faut l'inscrire. Il faut faire attention de tout inscrire parce que lorsqu'on ne l'inscrit pas, ça fait que c'est dépensé autrement que comment on voudrait que ça soit dépensé. OK? Donc, il faut inscrire toutes les recettes de la famille. Ensuite, on regarde les déboursés. Les déboursés, il y en a beaucoup. Donc, tout ce qui est loyer ou dépenses, paiement hypothécaire, il faut le mettre. Aussi, tout ce qui est paiement pour la maison, donc le chauffage, l'électricité, l'Internet qu'on a besoin dans la maison. Pour ceux qui en ont câble, téléphone, il faut le mettre aussi. Les dépenses de médicaments, pour ceux qui en ont, il faut les mettre. Les dépenses de voiture ou de déplacement. Donc, c'est soit une carte aux puces, la passe, ou bien tout ce qui est dépenses de la voiture, comme les paiements de prêts de la voiture, il faut le mettre, l'assurance de la voiture, les permis de la voiture, les matriculations, donc tout ce qui est relié à la voiture, au déplacement, il faut le mettre. L'essence, il faut les mettre. Donc aussi, toutes les dépenses d'assurance, il faut mettre ça comme déboursé. Tout ce qui est dépenses par rapport aux enfants, donc les couches, puis tout ce que les enfants ont besoin, d'enfants, les médicaments pour leurs vêtements parce qu'ils grandissent rapidement. Donc, il faut les mettre aussi dans les déboursés. Par rapport à nous, il faut mettre aussi, en fait, les dépenses de divertissement parce qu'il faut les prévoir. Donc, il faut mettre les dépenses de divertissement, il faut mettre les dépenses de voyage si c'est important pour nous. Donc, toutes dépenses. Je vais voir si j'ai oublié quelques dépenses. Ben ouais, l'épicerie, faut qu'on mange, hein? Donc, l'épicerie et toute autre dépense si on va au restaurant, faut les mettre aussi. Et là maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que je vous conseille de séparer les déboursés en deux catégories. La catégorie des déboursés qui sont essentiels, okay, qui sont vraiment les déboursés de base. Donc, si vous auriez à tout réduire au minimum vos déboursés, il faudrait quand même les faire. OK? Et ensuite, la catégorie des déboursés qui sont du surplus. Donc, pour faire ça, il faut que vous soyez capable de connaître quels sont vos besoins
OK? Qu'est-ce que vous déboursez pour des besoins et qu'est-ce que vous déboursez pour des désirs? OK? Donc, faites la différence. Parce que si une situation arrive, une différence arrive dans vos recettes, vous allez savoir quels sont les déboursés que vous pouvez diminuer pour une période dans votre stratégie, pour le temps que vous vous remettez sur dans le fond, par rapport à vos recettes. L'objectif d'un cash flow, c'est qu'il soit positif et au minimum, il faut qu'il soit à zéro. Mais il ne faut pas que ce cash flow-là soit négatif. Il ne faut pas que vous ayez plus de déboursés que de recettes. Parce que si vous avez plus que de déboursés que de recettes, ça va venir vous créer des problèmes. Vous allez devoir commencer à aller vous prendre des prêts pour, vivre, dans le fond, tous les jours. Donc, l'objectif, c'est que le cash flow soit positif. Si vous avez un cash flow négatif, c'est sûr qu'il faut trouver une façon pour venir le remettre à zéro et idéalement de le remettre positif, qu'il y ait plus de recettes que de déboursés. Donc, merci d'avoir été présent dans cette vidéo. J'espère que vous serez là pour la deuxième partie. Ça va être intéressant parce que là, on va voir des objectifs qu'on peut avoir en tant que gestionnaire et aussi, surtout, on va voir des stratégies qu'on peut avoir pour atteindre nos objectifs.